Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo, santé publique. Le taux d'accessibilité passe de 111 à 90,7% entre 2020 et 2023. C'était là les chiffres fournis par l'indice de développement humain présenté à la presse le jeudi 4 juillet dernier, avec des progrès réalisés par le Togo dans plusieurs domaines. Nous nous intéressons au domaine de la santé, où le taux d'accessibilité des services de santé publique passe de 111% à 2022 à 90,7% à 2023, presque 20% d'augmentation en 3 ans. Et cela est dû à plusieurs projets, plusieurs programmes. Nous allons lister quelques-uns, plusieurs actions également, à commencer par ces recrutements de personnel qui de 2500 professionnels de la santé et des projets de renforcement de la capacité d'accueil des formations sanitaires. On note également un hôpital de référence. On connaît l'hôpital Dr Alafié qui a finalement été lancé. 6 hôpitaux mères et enfants, dont 3 dans les différentes régions, dont 3 sont achevés. Et on note également 86 nouvelles formations sanitaires et la rénovation de 60 formations sanitaires avec la réception de 47 unités de soins périphériques. Également d'autres projets comme le projet Sécu, le projet de services de santé essentiels et de qualité pour la couverture sanitaire universelle, un projet qui a coûté finalement 40 milliards de francs CFA. Tout ceci apporte donc le taux d'accessibilité de la politique de santé publique et qui passe donc de 111% à 111% effectivement à 90,7% entre 2020 et 2023. Je commence par vous, Gamé Adjaro. Le Togo fait d'énormes progrès en matière de santé publique. En quoi ce rapport sur l'indice de développement humain? Oui, il faut le reconnaître que l'IDH ne s'est pas levé du jour au lendemain pour prendre ce rapport-là. C'est basé sur des statistiques bien confirmées. Et il faut reconnaître quand même que même si les besoins sont assez vastes, le Togo est en train de faire des progrès. Ce n'est pas du tout facile de pouvoir investir dans l'humain. Investir dans l'humain, c'est ce qui est le plus difficile au monde à faire. Et le Togo est sur ce chemin-là depuis un bon bout de temps. La santé constitue quand même le levier le plus important pour la dynamisation d'un pays, pour permettre à ce qu'un pays puisse se développer. Donc le gouvernement a mis l'accent quand même sur la santé. C'est vrai que il y a beaucoup de secteurs dans lesquels le gouvernement est en train d'œuvrer, mais il faut reconnaître quand même que au niveau de la santé, depuis quelques années, on a toujours crié que au niveau de la santé, ça ne va pas, les hôpitaux, c'est pas véritablement ça, mais il faut reconnaître quand même que il y a des efforts que le gouvernement est en train de faire. C'est vrai que le terrain est assez vaste, les besoins sont criards, et quand vous avez tellement de besoins, même si le gouvernement est en train de faire quelques prouesses, vous ne le verrez certainement pas. Mais il faut quand même le signaler que le gouvernement a fait beaucoup de choses, notamment quand on voit le projet Wezou du chef de l'État. Ce n'est pas fait dans plusieurs pays. Beaucoup de femmes enceintes aujourd'hui. Un projet qui a permis d'enregistrer sur cette période 2020 à 2023 400 640 femmes enceintes, voilà, et dont 221 802 ont accouché. Voilà, ce n'est pas rien. Imaginez tous les sous qui ont été mis dans ce projet-là. Donc ça veut dire que réellement, il y a un travail qui est fait par le gouvernement, notamment par le chef de l'État mettant ce programme-là en place. Ce n'est pas seulement ce programme. Il y a des matériaux qui avaient été achetés. On a équipé les CMS, les centres médico-sociaux, même les hôpitaux avaient été équipés, même notamment le CHU Sylvanus Olympio a été équipé de nouveaux scanners qu'on a toujours crié et tout. Et les maternités sont en construction et tout ça. Donc il faut reconnaître que le Togo est en train de faire d'énormes efforts côté santé, et il faut quand même le souligner aussi en matière de construction d'hôpitaux ou bien de rénovation quand même. Le Trivikondi, il y a des mairies qui sont en train de faire des prouesses aussi à ce niveau-là. Oui, et il faut reconnaître aussi Dr Lafier qui est quand même l'un des hôpitaux les plus huppés de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Donc il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être fournis par le gouvernement
effectivement, on va juste dire, bon, continuons pas faire ces efforts-là pour que la prochaine fois qu'on occupe, pourquoi pas qu'on aille à 100%, puisqu'on est déjà à 90,7%, que les hôpitaux se rapprochent beaucoup plus de la population. C'est déjà une très bonne chose aujourd'hui. Pratiquement, quand tu vas dans chaque quartier ou bien dans chaque commune, il y a des centres médico-sociaux où on peut s'occuper des gens. Ces centres médicaux-là sont équipés aujourd'hui. Mais qui ne font pas tout, hein? Oui, qui ne font pas tout. Qui ne font pas tout. Ce sont des centres où, bon, vous pouvez faire des premiers soins. On peut s'occuper de vous de manière subsidiaire en attendant qu'on vous évacue et tout ça. Donc, ce sont des efforts qui sont fournis. Moi, je suis heureux de constater cela, que l'hôpital se rapproche beaucoup plus de la population. Avant, c'était à toi d'aller vers les hôpitaux. Mais aujourd'hui, quand tu souffres d'un petit pépin, dans la vente d'à côté, tu peux rentrer et puis bon, trouver un hôpital et tout ça. Et c'est pas que le gouvernement qui doit faire son travail. Quand on parle d'hôpital, on doit aussi parler de l'humain, puisque bon, le gouvernement a fait un concours, on a recruté près de 2500 personnes, et je pense que ces gens-là qui sont recrutés, parce que la plupart du temps, quand la population se met en colère, c'est par rapport, premièrement, à l'accueil de ces hommes de ces hommes en uniforme blanche là, et la population se fâche par rapport à eux. Donc, ces gens-là aussi doivent s'impliquer pour qu'on arrive à atteindre l'excellence de côté santé, parce que on le dit toujours, la santé n'a pas de prix. Pour le moment, le gouvernement est en train de faire sa part, le chef d'État en premier, mais demandons qu'on continue beaucoup plus et que le centre de santé soit beaucoup plus équipé, et que notre centre de référence surtout, qu'on appelle souvent CHU Sylvanus Olympio, soit beaucoup plus équipé, et que les gens aient beaucoup plus de confiance à fréquenter ce centre de santé là, parce que j'ai l'impression que les gens font beaucoup plus de confiance à des hôpitaux dans les quartiers et autres là, plus que notre hôpital de référence CHU Sylvanus Olympio. Alors, Constant, le taux d'accessibilité de la politique de santé publique passe de 11% en 2020 à 90,7% en 2023. C'est ce que a annoncé l'indice de développement humain, l'IDH, présenté à la presse le jeudi 4 juillet dernier. Oui. C'est à féliciter, c'est à saluer, sincèrement, c'est à saluer. Cela veut dire que jusqu'en 2020, il y a eu un diagnostic de la situation sanitaire dans le pays, et l'accessibilité était à son 11%. Et là, tous les problèmes ont été identifiés et des propositions de solutions ont été intégrées dans le mandat social du président de la République, qui s'est fait réélire en 2020. Alors, ce mandat social, la mise en œuvre de ce mandat social et les projets prioritaires, les 42 projets prioritaires dans le domaine de la santé, nous avons ce résultat-là, et c'est un progrès très, très, très important à saluer. Effectivement, dans plusieurs localités, soit il n'y avait pas de centre de santé, soit les infrastructures étaient en délabrement, les équipements inexistants. Mais aujourd'hui, pratiquement comme le rapport l'indique, dans 90% des localités ou de concentration de la population, nous avons des centres d'accueil qui permettent de prendre en charge les cas de maladie sur toute l'étendue du territoire. C'est très important, c'est louable, mais c'est une victoire d'étape. C'est ce qui m'intéresse le plus dans la politique du président de la République. À chaque réussite, il faut penser à une nouvelle marche, à un nouveau défi à relever. Aujourd'hui, nous sommes à 90%. Non seulement il faut aller à 100%, mais il faut continuer à améliorer la qualité des soins. On a allié construction, équipement et recrutement du personnel. Il y a lieu de poursuivre dans ce sens-là, et surtout, c'est une interpellation au corps médical qui doit assurer la qualité des soins. Et la qualité des soins commence par l'accueil. Donc, le comportement même des agents qui sont chargés de prendre au sérieux les cas qui se présentent à eux, mettre les malades et les accompagnants en confiance et soigner effectivement et efficacement. Cela pose le problème de formation du personnel.
il ne s'agit pas de délivrer des diplômes, mais il faut s'assurer que les diplômés sont compétents et ils ont vraiment la déontologie du métier. Et là, dans le domaine de la santé, on parle souvent du serment d'Hippocrate. Il faut vraiment que chaque agent le démontre par son engagement dans le domaine, par son engagement à faire carrière dans le domaine de la santé. Le gouvernement va poursuivre son œuvre, ça c'est clair. Les efforts continuent. Nous avons vu et constaté ensemble les différents déplacements du chef de l'État dans des localités inimaginables pour inaugurer les centres, les infrastructures et équipements des centres de santé. Parce que cette gouvernance implémentée par le président de la République a fait de la bonne santé de la population un axe majeur du développement de notre pays. Et franchement, encore une fois, c'est un progrès à saluer et c'est un palier franchi. Il faut continuer à franchir d'autres paliers et atteindre la satisfaction générale de la population du côté de la santé. Alors, on parle de progrès, on parle de pratiquement 20% de progrès réalisés en 3 ans, ce qui, pour les chiffres, est très louable. Mais pourquoi a-t-on l'impression que sur le terrain, ça ne change pas vraiment, Gabin? Oui, sur le terrain, on a l'impression que parce que quand on suit la réaction des populations, les gens, toujours, c'est le même cri depuis 2020. Le secteur de la santé au Togo, ça ne va pas. Et pourtant, on dit que de 2020 à 2023, on a réalisé un programme de 20% en tout cas d'accessibilité. Oui, ça veut dire que, bon, depuis un certain moment, on l'a toujours dit, depuis le mouvement Saint-Faute et autres là, il y a beaucoup d'améliorations qui avaient été faites par le gouvernement. Si aujourd'hui, les populations continuent par en parler, par crier que bon voilà, ils n'ont pas véritablement accès aux soins médicaux, c'est parce que les besoins sont beaucoup plus vastes. Ce n'est pas que le gouvernement ne fait absolument rien, mais c'est parce que les besoins sont beaucoup plus vastes et le gouvernement l'a d'ailleurs reconnu. Raison pour laquelle on est en train de construire des hôpitaux. Il y a pratiquement 86 formations sanitaires qui avaient été lancées et je pense que 47 USP avaient été réceptionnés déjà. Ça veut dire qu'on est en train de penser à réellement équiper les hôpitaux et à construire beaucoup plus les hôpitaux dans les zones où il n'y en a pas. Moi, j'ai été heureux. La dernière fois, j'étais dans un village qu'on appelle Ravé, où il y a un dispensaire. Je suis tenté de rentrer dans ce dispensaire-là et j'ai vu qu'il y a c'est comme si il y a toute une pharmacie là-bas. Il y a pratiquement tous les médicaments et l'infirmier en charge m'a dit que bon voilà, avant, il n'y avait pas, même le paracétamol, c'était carrément difficile d'en trouver. Mais même avant, il faut aller à Thiévier pour pouvoir trouver certains médicaments. Mais aujourd'hui, chez eux, quand tu es souffrant, tu peux trouver les médicaments au sein même du dispensaire. Et c'est fait pratiquement sur toute l'étendue du territoire comme ça. Ça veut dire que le gouvernement est en train de prendre en considération les besoins de la population. C'est vrai, on n'aura pas accès véritablement à tout ça en un clin d'œil, mais avec le temps, ça va venir. On est en train de penser à la construction des hôpitaux, on est en train d'équiper les hôpitaux, on est en train de penser à construire les USP, les CHP, les CHR et autres. Ça veut dire qu'on a pris réellement les besoins au sérieux et on a fait un diagnostic pour savoir que voilà, il y a tel besoin sur le terrain et la population a besoin de ces hôpitaux-là pour pouvoir se soigner. Donc, je pense que on peut toujours continuer par crier. Mais pour le moment, le gouvernement sait que le besoin sur le terrain est assez criard et que ce qu'ils sont en train de faire, c'est insuffisant. Raison pour laquelle ils continuent par investir dans ce domaine-là, dans ce secteur, malgré le fait qu'il y a d'autres secteurs aussi à voir. Mais le gouvernement est en train de faire de son mieux pour que le secteur de la santé arrive à trouver quand même quelque chose d'assez plausible. Maintenant, ce sont les pratiquants, les médecins, les infirmiers et autres là, qui doivent aussi aider le gouvernement parce que la plupart du temps, on a l'impression que bon, il y a une certaine désinvolture ou bien désengagement de la part de ces médecins-là qui traitent les patients d'une certaine manière. La plupart du temps, on l'a toujours dit, certains patients sont morts par négligence et tout ça. Certains patients, les médecins, bon, quand tu viens, tu ne donnes pas l'argent en même temps, ben on te traite du n'importe quoi, alors que normalement, un médecin qui a prêté le serment de d'Hippocrate doit aider le patient à guérir avant de penser ensuite à l'argent. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un problème. On a besoin de l'argent pour acheter les médicaments et les produits nécessaires pour faire le traitement. Mais le premier soin.
Le premier soin, c'est très important. La dernière fois, j'écoutais sur une radio, quelqu'un dit, un journaliste qui disait qu'il a amené son frère à l'hôpital dans une ambulance. Arrivé à l'hôpital, dès qu'on a enlevé le frère de l'ambulance, bon, c'est fini. Les médecins n'ont plus rien dit jusqu'à ce que ils appellent quelqu'un pour qu'il arrive et donne l'argent avant qu'on ne commence pas à traiter son frère. Si la blessure était véritablement grave et mortelle, le gars allait mourir tranquillement. Donc, à un moment donné, nous devons mettre de l'humain au sein de notre profession pour qu'on sache réellement que voilà, on est en train de traiter des gens, on est en train de penser à la vie humaine. Le gouvernement est en train de faire sa part. Faisons aussi notre part pour que, bon, demain, on ne dise pas que voilà, le Togo a régressé. La question de la santé, c'est primordial, c'est une question de tout le monde. Le gouvernement est en train de mettre les infrastructures et les matériels en place. Il faudrait que ceux-là qui sont chargés de traiter les gens pensent aussi à la vie humaine et soient assez conscients du rôle qui leur est dévolu. Merci beaucoup à vous, Gabin. Alors, ce sera la même question. Pourquoi a-t-on l'impression que sur le terrain, les choses ne changent pas vraiment, alors qu'on nous présente dans un rapport une augmentation du taux d'accessibilité qui passe de 111 à 90,7%, soit pratiquement 20% d'augmentation en 3 ans? Oui, 20% d'augmentation en 3 ans, c'est important, je l'ai déjà souligné. Mais quand on parle de l'accessibilité, il faut y ajouter la qualité. D'abord, l'accessibilité qui se situe à 90%, c'est encore très insuffisant. En matière de santé, chaque citoyen doit avoir accès à la santé. Voilà. Les 10% qui restent, nous ne savons pas exactement dans quelle ville, dans quel hameau, on n'a pas encore... C'est réparti sur toute l'étendue du territoire. C'est réparti sur toute l'étendue du territoire. Et quand il y a 10 personnes qui crient sur 100, eh bien, le bruit atteint tout le monde. Oui. Il faudrait qu'on arrive à faire taire les 10 personnes qui crient. Parce que ces personnes les faire taire positivement, touchées. Bien sûr, en répondant à leurs besoins. Bien sûr, quand je dis les faire taire, c'est de répondre aux besoins pour lesquels ils crient. C'est très important. Et là, je reviens là-dessus. Non seulement il faut compléter l'accessibilité et atteindre 100%, il faut penser qualité. L'accès et la qualité. Parce que on peut bien avoir un centre de santé. On peut bien avoir les équipements, le personnel. S'il n'y a pas les produits de soins, eh bien, cette infrastructure flambant neuve ne sert à rien. C'est pourquoi j'insiste sur la qualité. Et la qualité intègre et le comportement, les compétences du personnel qui prend le personnel qui prend en charge les malades, mais les ressources qu'on met à la disposition de ces infrastructures ou bien de ces structures hospitalières pour prendre efficacement en charge les malades. Si les produits disponibles ne sont pas de qualité, si les équipements à utiliser ne sont pas modernes et ne permettent pas un diagnostic sérieux, on peut faire des erreurs de diagnostic. Mais encore que le personnel soit bien formé, bien outillé pour que même lorsque l'équipement ne permet pas, que le soignant ait conscience que l'équipement n'est pas adéquat et puisse demander le bon équipement ou l'équipement moderne ou encore les produits de qualité qui s'adaptent aux soins qu'il prescrit. C'est très important. L'autre aspect non moins important, c'est d'assurer le service minimum d'urgence. Ce que nous avons constaté dans tous les hôpitaux, pratiquement dans tous les centres de santé, comme Gabin l'a dit, lorsqu'il y a un cas de malade, tant que le cas ou bien l'accompagnant n'a pas d'argent pour les premiers soins, on peut regarder, les agents de santé regardent le malade mourir. Ce n'est pas toujours faute de bonne volonté. Mais lorsqu'ils n'ont rien sous la main pour prendre en charge le malade, eh bien, ils ne peuvent pas faire de la magie. Ça dépend des conditions dans lesquelles ils doivent travailler. C'est très important. C'est pourquoi je pense que les organisations professionnelles réclament tout le temps, mais alors vivement qu'on réclame ce dont on a réellement besoin pour le travail et non les besoins personnels, les intérêts personnels qui se transposent
très souvent sur le racket des malades et de leur accompagnement. Il faut nécessairement que le minimum soit assuré pour les services d'urgence pour qu'un accidenté, par exemple, soit pris en charge en attendant que le malade, les parents réagissent. Nous avons trop de pertes de cas d'urgence, de cas de malades en urgence, parce que il n'y a pas d'accompagnant, ou bien le parent qui est là tourne les pouces, il n'a pas d'argent, eh bien, on laisse mourir le cas qu'on pouvait bien sauver s'il y avait déjà des produits de prise en charge rapide. Normalement, l'assurance maladie, oui, universelle devrait. Oui, c'est une autre paire de manches. C'est une autre paire de manches dont nous devrions discuter à une autre occasion. C'est très important, la question d'assurance et sa mise en œuvre effective. Il faudrait demander vraiment aux bénéficiaires, est-ce qu'ils sont satisfaits ou à quel taux sont-ils satisfaits de la prestation de l'assurance maladie. C'est très important. Sauf que l'avenir n'est pas encore effectif à ce niveau pour qu'on puisse déjà évaluer. On en parlera peut-être après. Dans nos prochaines éditions, nous arrivons pratiquement à la fin, mais avant de nous séparer, nous allons faire notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Gabin Adjao. Nous sommes en début de week-end, donc forcément, il y a certaines personnes qui vont aller à Kara. Je vais demander à tout le monde d'être assez prudent sur la route, de faire doucement. L'alcool au volant, les stupéfiants, tout ça, il faut oublier. C'est vrai que c'est la fête traditionnelle, on y va pour s'enjailler et tout, mais pensons premièrement à nos vies et à Lomé. La circulation, pour moi, c'est assez compliqué aujourd'hui parce que la plupart des feux tricolores que moi je traverse, ça ne travaille pas. Aujourd'hui, j'ai pratiquement traversé près de 6 feux tricolores, mais ça ne travaille pas. Que ce soit à Décon, que ce soit au niveau de la clé, même au niveau d'Adebayo, un peu partout, les feux tricolores ne travaillent pas. Vivement que les mairies pensent et que nous-mêmes usagers faisons très attention à pour ne pas tomber dans des travers. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et directeur de cabinet Juriste Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur. Constant Lemou, vos mots de fin. Mon mot de fin, je le porte sur notre CEDEAO. Les dernières conclusions de notre CEDEAO qui a encore brandi des menaces à l'endroit des pays de l'AES en augmentant les surenchères, en augmentant les sanctions à l'endroit des populations de l'AES. Je ne sais pas si on a les mêmes informations, mais la CEDEAO n'a pas fait de sanctions, nouvelles sanctions contre les pays de l'AES en tout cas. Lorsqu'on dit par exemple qu'on va instituer les visas, ça, ce n'est qu'un discours, ce n'est pas une décision finale. Ce n'est pas une décision finale, s'il vous plaît. Attention, ils ont bien dit, les pays de l'AES, c'était un discours, monsieur Lemou. S'ils sortent de la CEDEAO, voici les possibilités. Et je rappelle que c'était un discours, ce n'était pas une décision. S'il vous plaît, c'est la même chose. Si vous ne voulez pas que je donne mon dernier mot, alors je donnez vos derniers mots, j'essaie juste de vous recadrer, s'il vous plaît. Alors, mon dernier mot, c'est de dire aux dirigeants de la CEDEAO, ceux qui se sont réunis encore au sommet d'Abuja, qui sont encore passés lamentablement à côté de ce que veulent les populations. Toutes les mesures envisagées, si jamais l'AES, les pays de l'AES se retiraient définitivement de la CEDEAO, qu'ils pensent que les mêmes mesures sont appliquées à leur population. Ils ont imaginé tout ce qui peut fatiguer davantage les citoyens des pays de la CEDEAO. Parce que quand un citoyen burkinabé quitte pour le Togo avec obligation de visa, le Togolais qui va au Burkina sera obligé également de payer pour le visa d'entrée au Burkina Faso. Il faut qu'on réfléchisse vraiment avant de prendre des mesures aussi inhumaines. Parce que là, ils viennent encore de démontrer je précise toujours que ce n'est pas une décision des chefs d'État. Ils viennent encore de montrer que ces dirigeants sont complètement
coupés de leur population. Merci beaucoup à vous, Constant Lemou. Je précise une nouvelle fois que c'était un discours du président de la Commission, ce qui n'est pas une décision des chefs d'État de la CEDEAO. C'était pour une précision. Merci beaucoup à vous, président Constant Lemou. C'était un discours du président de la Commission de l'Union de la CEDEAO, de la Commission, ce qui est différent de la conclusion de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Constant Lemou, vous êtes analyste politique. Merci beaucoup à vous d'être passé sur ce plateau. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à Messi Komlagan à la réalisation. Merci à Gaston Afanou et Xavier Koudano à la diffusion et à Rebecca Vessou et Stéphane Kouanou à la caméra. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros de Regards Croisés.